semaine. Nouvelle semaine. Quoi de particulier? Plein de trucs. Ouais. Plein de trucs. Ça sent pas bon. Hein. Non. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen pour sortir de là. Mais tu sais que c'est un truc auquel je réfléchis depuis un bon moment. Ouais. Parce que la topic qu'a fait là, c'est Suspect. suspect. Chaque fois qu'on commence à parler de droit, de loi et tout ça, Voilà, on va revenir aux fondamentaux basiques, classiques. je connais pas trop, mais je pense qu'on a trouvé quelqu'un qui pourra éventuellement nous... A priori, tu vois. je dirais que vu l'épaisseur du livre, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc cette semaine, nous recevons Alex Ursulé. Bonjour à toi. Bonjour. Que dire sinon? Donc là, on vous recommande, parce qu'il a l'air épais, il a l'air méchant, mais non, Ça, en fait, c'est très ça se lit très très bien. C'est simple à lire, pas simpliste. Hein. Je fais bien la différence entre les deux. Et on apprend beaucoup de choses. On casse un peu le mythe de l'avocat propre, un peu bling, et on rentre vraiment dans les coulisses. Dans les coulisses. J'espère, oui. C'est le but du livre, oui. Ouais. D'essayer de mettre le lecteur dans les pas de l'avocat, dans sa mission au quotidien, dans la difficulté de la mission, dans l'impossibilité de la mission parfois. Ah ouais. Donc, avant de rentrer dans le concret, on va vous laisser déjà vous présenter. Ouais. Et puis, vous donner déjà la base, c'est-à-dire pourquoi vous avez choisi ce métier. Et puis comment ça a commencé. Et motivation. Ouais, et motivation. Alors, il faut 2 jours, alors on a 2 jours de... Oui, on va prendre des jours. Bah, comme d'habitude, on se met en mode entretien d'embauche, on étudie le CV, bon, on se redresse. Voilà. Donc, Alors, je m'appelle Alex Ursulé, je suis né à la Martinique, il y a longtemps déjà. longtemps comment? Contrairement aux apparences, il y a longtemps. Ouais. Et j'ai grandi à la Martinique, j'ai fait ma scolarité à la Martinique. Et puis après le bac, j'avais très envie d'être architecte. Mon père était avocat. Et donc j'ai... Il y a un conflit d'intérêt déjà là. Mon père voulait être architecte, j'aimais ça, j'adorais ça tout petit déjà. Et il m'a dit, très bien mon fils, tu as raison. Tu vas être architecte juste le temps de construire dans le jardin ce que tu veux. Mais tu seras avocat mon fils. Comment refuser, comment désobéir à une injonction maternelle. Et finalement, après tout, je ne regrette pas. Donc c'était plus un second choix. Tout petit, j'ai vu mon père plaider. On habitait à la rue Gallieni, à Fort-de-France, Ouais. en face du palais, de l'ancien palais de justice. Je jouais dans la cour du palais, et puis il y avait des audiences. Et mon père était un avocat qui était un généraliste, mais qui faisait beaucoup de droit pénal. Il avait été notamment l'avocat de Marny, avec Maître Valère. Et, Très gros d'affaires de chez nous ça. oui. Et je me souviens, enfant, d'avoir assisté à des audiences à la cour d'assises, où j'entrais en short, quelquefois du pied, parce qu'on habitait juste à côté. Et tout était très grand, la salle était très grande, mon père était très grand. C'était peut-être toi qui étais un peu petit. J'étais un petit peu... ça oui. y joue peut-être un peu. Mais aussi. j'étais à la fois impressionné et très vite c'est devenu je crois que je suis né dans ça, quoi. J'ai joué à cache-cache dans la cour d'assises, parce que le soir on était très copains avec le fils du gardien, Max Normand, et qui avait mon âge, donc il ouvrait les portes de toutes les salles d'audience et on jouait à cache-cache, on jouait à des jeux voilà, dans la cour d'assises. Ça belle, hein. Et ça vous est déjà arrivé avec tous ces enfants-là, quand vous étiez ensemble, de simuler des jeux d'avocat ou de juge? Oui, bien sûr, on reproduisait ce qu'on voyait. Il y avait déjà une Il y avait déjà prédisposition. une- là, tu vois. ouais. Oui, parce qu'on voyait des choses, on entendait, mais des choses qu'on ne comprenait pas.
Et on répétait, on jouait, bien sûr, on était des petits comédiens. Et qui faisait le condamné en fait dans l'histoire? Non, je crois qu'on était tous du côté du juge. On aimait bien se mettre. C'était déjà quand même assez intéressant. Oui. C'est-à-dire que même s'il y avait un refus ou un choix différent de ce que voulait le père, Oui. il y avait déjà en fait vous étiez déjà imprégné par ça. Oui, à mon corps défendant, presque. Ou comme dirait Virek, à l'issue de mon plein gré. Ou à l'issue de mon plein gré. Mais Au choix. il y avait quelque chose d'induit, disons. D'accord. À partir de ce moment-là. Oh, non. Priorité Vas-y, à gauche, non? non, vas-y. Ok. Non, donc enfance à la Martinique, donc études. Enfance magnifique à la Martinique, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille très aimante, hein, avec un père qui travaillait beaucoup, mais qui se consacrait beaucoup à nous. Nous étions 4, j'ai 2 sœurs, Monique et Nadia, un frère Serge, et une enfance que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Parce que À ce point-là? oui, parce qu'on a du mal à sortir de cette enfance-là quand on a été aimé, choyé, voire adoré. C'est difficile de sortir de l'enfance. Et donc après, je suis parti, nous sommes tous partis faire nos études à Paris. C'était la séparation douloureuse avec les parents, avec la vie de la Martinique, mais qui nous ont aussi permis de rentrer au moins 2 fois chaque année. Donc on a été une famille très privilégiée. Et comment ça se passe? Parce qu'on est dans les années 80, 40, 50. Oulala. Non, je plaisante. Non, On est dans les années 60, 70? je vous en prie. Ah, donc, Les années 80. Allez, 80. Ouais. Donc, alors, quand on est un Antillais qui débarque de son île, qu'on arrive en France dans les années 80, c'est quoi tes premières impressions? Qu'est-ce que tu ressens? Quelles différences flagrantes t'apparaissent? Et est-ce que la légende ou les légendes qu'on a quand on vit aux Antilles sont conformes ou pas? C'est contrasté. Je vais parler vrai. Hein. Moi, je viens d'une famille très privilégiée, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan social. Et je ne pensais pas quand même ressentir un tel choc de civilisation. Mon père était avocat, on partait un peu partout, j'étais venu déjà à Paris en vacances, donc, et pourtant, quand je me suis retrouvé seul, j'ai vu la différence, notamment à la faculté, à Paris, à la Sorbonne, entouré d'enfants, de magistrats ou d'avocats, j'ai vu la différence. Je l'ai réalisé immédiatement et j'ai compris qu'il fallait compenser et qu'il fallait essayer de remplir toutes les parties qui étaient un peu vides. Donc cette différence-là, en fait, a été un moteur. Mais c'est pas une différence négative, Ouais. parce que j'ai compris aussi que si nous étions français, nous avions quelque chose d'autre, de différent, que j'ai toujours vécu comme un plus, qui est notre origine martiniquaise. Et je ne l'ai jamais vécu comme un moins ou comme un complexe, au contraire, c'est un complexe de supériorité. Ça j'aime bien ça. Hashtag, on fait l'hashtag On déjà. fait l'hashtag direct. Ok. Hashtag no complexe. On y va franchement. D'accord, donc la Sorbonne. Ouais. Alors comment, on va tourner à peu près autour de la même question, mais comment, surtout dans ces années-là, parce que maintenant il y a une politique d'ouverture vis-à-vis justement des minorités et autres, comment quand on est noir, je vais poser la question franchement, quand on est noir, comment est-ce qu'on arrive à faire front face à certaines situations qui, je pense, ça doit te chauffer là quand même. En fait, on était 4 ou 5 Martiniquais à être là. Et je pense notamment à mon ami Laurent Vallée, qui est un grand artiste aujourd'hui à la Martinique. Et nous sommes arrivés. Alors, ce qui est curieux, et
c'est inconscient, mais je crois que c'est partout dans le monde, c'est ce phénomène de ghetto, c'est-à-dire qu'on est 4-5, on se rassemble. Ouais. Dans un amphithéâtre de 300 ou 400 personnes, on se rassemble. Un phénomène de peut-être pour avoir moins froid. Et puis on regarde, on essaie de s'adapter, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et en fait, je me suis ouvert aux autres. Il y avait cette pratique de s'habiller façon Malcolm X, révolutionnaire, Che Guevara en battle dress, étudiant révolutionnaire. Je me suis dit très posément, pourquoi en rajouter alors que les autres étaient habillés à l'européenne. Pourquoi marquer en plus une différence, ouais. Et donc, je crois que dès la deuxième année, je me suis mis en costume pour montrer qu'il n'y avait pas de grande différence en fait. Et puis, intellectuellement, j'ai vu, oui bien sûr, j'ai vu des gamins de mon âge qui arrivaient le matin avec le journal quotidien de Paris et qui à 14h allaient acheter Le Monde. Moi, j'avais pas ces réflexes-là. À Martinique, on n'a pas ces réflexes-là. Ça vient le lendemain ou 2 jours après, et pour 3 jours après. Et je me suis adapté. La première fois, je me suis étonné, où je suis allé acheter Le Monde. Oui, j'ai découvert, je l'avais déjà lu, mais à titre anecdotique, pas quotidiennement. Et je me suis infligé une conduite d'adaptation, en fait. Je ne dis pas d'intégration, parce que je trouve que le mot n'est pas adapté, mais d'adaptation à l'autre, aux autres, au pays, qui n'est pas le mien tout en étant le mien. Et au fur et à mesure, lorsque tu commences à faire tes cours de droit, que tu commences à t'ouvrir avec certains conseils de la famille, etc., tu découvres les lois, tu t'imprègnes des lois. Avant de découvrir les lois, je vais découvrir la fête à Paris. Voilà. Il faut parler vrai. Bien sûr, on est là pour ça. Et on a 18, 19, 20 ans, on revient d'une île où avant de parler on danse, avant de penser on se baigne à la mer. Et c'est difficile de renoncer à cela parce qu'on est dans un autre ensemble. Et donc j'ai découvert la vie nocturne à Paris, avec le boîte de nuit, le cœur samba. Et donc je crois que je passe. Ça fait bizarre, tu vois. Ça fait bizarre de le voir comme ça et d'essayer de l'imaginer, tu vois. Je passais autant de temps, je crois, au cœur samba qu'à la bibliothèque de la Sorbonne. Et je crois que c'est utile. On ne peut pas à 18 ans, 19 ans, 20 ans disparaître mentalement dans un autre monde et se fondre et s'oublier. Et donc, malheureusement, c'était la nuit, donc il fallait récupérer la matinée. Et donc, j'apparaissais à la fac vers 14h. C'est mignon. Donc, les études. Donc, ensuite, fin des études. Donc, tu obtiens ton diplôme. Oui. Alors, au bout de 5 années d'études. 5 années d'études. Voilà. Alors, c'est quoi ton premier réflexe? C'est de rentrer dans mon pays. Bon, bah, comme ça, c'est clair. De rentrer dans mon pays, mon père m'attendait. Le retour du fils prodigue qui ne sait pas faire, en fait. Et oui. C'est le destin, et je ne le regrette pas, même si j'ai dû renoncer à beaucoup de choses, parce qu'à ce moment-là, le cœur samba c'est terminé, parce que quand on prend la responsabilité de dire je ne rentre pas, je reste, à ce moment-là, il faut travailler. Il faut fournir. Ouais, il faut être à la hauteur de votre destin, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si j'étais rentré, je n'aurais pas travaillé. Mais j'ai eu la chance d'être embauché par un grand avocat pénaliste qui s'appelle François Gigot. Ouais. Et il a fallu que je me... Ouais, ce que j'ai vu un petit peu, c'est que apparemment
la préparation était physique avec cet avocat. Oui, parce que c'est un homme exceptionnel, qui est un grand professionnel, un grand intellectuel, qui est le spécialiste de Louis-Ferdinand Céline, qui est colonel de réserve à l'époque, qui a 50 ans quand je le rencontre, qui est en pleine forme, qui est exigeant, qui n'a jamais eu de collaborateur, qui fait du pénal, mais aussi un peu de civil, et qui va m'amener gentiment dans une ligne de travail. Et je vais faire toute ma formation avec lui pendant 4 ans. Je vais sortir de la colonelle de réserve aussi. Je plaisante. Mais enfin, je vais acquérir une rigueur qui n'était pas mienne. Une méthodologie aussi, on peut dire. Oui, bien sûr. Et, quasi militaire, puisque... Quasi militaire, quasi militaire. Tout en... C'est un homme qui aime l'art, qui est un des grands collectionneurs de Paris, tout en m'initiant à des choses auxquelles je n'avais pas forcément eu accès, et qui est l'art contemporain, la littérature contemporaine. Et j'ai eu cette chance, cette extraordinaire chance, que je ne souhaite pas à mon meilleur ennemi non plus, parce que nécessairement, vous faites l'acquisition, mais vous renoncez aussi. Ouais. Vous renoncez à une part de vous qui est restée dans votre île. Vous renoncez aux copains qui sont rentrés à la fiesta. Vous renoncez combien de fois au carnaval. Mon père m'a appelé du bureau de la rue Gallieni pour me faire entendre les vidéos. Oh non. Parce que, oh voilà, non, c'est méchant parce ça. que je ne pouvais pas y entrer, y arriver, je ne pouvais pas être là. Bien sûr, mais en même temps, j'avais conscience que je touchais du doigt, que je bénéficiais de quelque chose de rare et que mon destin était en train de basculer. Donc, je m'étais dit, le carnaval, tu as le temps d'y retourner. Je pensais, après la formation avec Gibault, retourner à la Martinique, mais c'est un engrenage. Il y avait toujours l'objectif de retour quand même qui était quand même bien là. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, c'est moins 4 degrés, 70 ans après. Bien sûr, j'ai toujours envie de... Bien sûr. D'ailleurs, je dis reparle la semaine prochaine. Sans nous. Voilà. Et déjà, les allers-retours que tu fais entre Paris et les Antilles, quelle perception tu as à chaque fois que tu changes C'est très schizophrénique. Plus ça va, c'est à la fois le même monde et en même temps deux civilisations différentes, dont on prend la mesure chaque fois qu'on entre ou qu'on quitte l'un de ces deux, j'allais dire continents, car pour moi le Afrique est un continent. Et en même temps, nous sommes dans cette interdépendance, à la fois économique, culturelle, intellectuelle, émotionnelle. Nous sommes des héritiers de cette période tragique, mais en même temps qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des sans-mêlés, physiquement et intellectuellement, et émotionnellement aussi. C'est assez complexe. C'est assez complexe parce que autant tu es attaché au droit pénal, donc aux choses strictes, autant tu es attaché à ta culture qui, des fois, va à l'encontre de ce que tu défends régulièrement. Par rapport à ça, est-ce que à des moments, en étant jeune, lorsque tu venais d'avoir ton diplôme, etc., est-ce qu'à des moments tu t'es dit, wow, je me suis trompé sur quelque chose? Non, parce que l'aventure, j'ai pris tout de suite j'ai mesuré tout de suite l'aspect, la dimension exceptionnelle de la donne vis-à-vis de moi-même. C'est pas tous les jours qu'on a, quand on est un jeune avocat, la chance de tomber sur un ténor de cette dimension qui m'a fait confiance et c'est tout ce que j'aimais. La cour d'assises de Paris, c'est la plus grande cour d'assises de France. Et quand j'allais avec lui et que j'avais 23-24 ans et qu'il était là, donc il a été à la fois un père de substitution sur le plan moral et professionnel, aux grandes dames de mon vrai père qui au départ a très mal vécu,
très très mal parce que j'étais fasciné par mon maître. Sa place. Et il était un peu jaloux du fait que je parlais de Gibo, alors que bon, ben, Il est là, quoi. papa n'était pas là. Il m'a Quoi. volé mon fils, quoi. Ouais, c'est voilà. ça. Toi aussi, mon fils. Mm. Tout Coco et mon fils. Mais finalement, les deux se sont rencontrés, ont travaillé ensemble. C'est bien, tu vois, ça, Voilà, bien sûr. on a aplani le La terrain. grande émotion, c'est quand un jour mon père me dit j'ai une belle affaire à la Martinique, je dois défendre le président du conseil général, M. Émile Maurice. Je cherche un avocat pénaliste. Il me regarde froidement et je lui dis, à qui tu peux. Je lui dis, mais il n'y en a pas deux, hein, c'est François Gibault. Et Gibault me dit, oui, bien sûr, mais vous plaidez avec nous, Alex. Et donc, c'est la première fois que je plaidais à la Martinique avec mon père et François Gibault, mon maître, pour le président du conseil général, dans une affaire de diffamation. Et c'était extrêmement émouvant parce que. Ah, il y a de quoi, ouais. En fait, et c'était dans la salle où je jouais, Quand petit. Ah, en plus, ah, d'accord, ouais. Et là, je me suis dit que j'avais de la chance, que j'avais beaucoup de chance. Beaucoup de chance de vivre cela. Comme quoi les choses se mettent en place, ne le veuille ou pas. On va faire une petite coupure. Ok. Et après, on va attaquer On va attaquer le l'indéfendable. lourd de lourd. Voilà. Vous êtes sur Classique. C'est C'est nous-mêmes. nous-mêmes. On revient après. C'est nous-mêmes. Toujours avec Alex Ursulé. Ah, les histoires du pays. Hein. Ah oui. Quand le pays te rattrape, ça fait mal. On Même à la bibliothèque. Même à la bibliothèque. La voilà. bibliothèque. On passe un coup de fil carnaval. Ça, c'est violent, par Ça, contre. c'est dur. Ça, franchement, c'est dur. Ça, franchement, c'est dur. Donc, s'ensuit quand même, parce que ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a plusieurs casquettes sur ta tête. Il y a la casquette d'avocat pénaliste. J'ai vu aussi qu'il y avait une casquette de conseiller régional. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes impressions par rapport au fait que justement tu as mis un pied, on va dire, dans la cour interdite, ou interdite ou pas si on... Dans le sable mouvant. Voilà, dans le sable mouvant. Déjà, pourquoi, comment et quels sont les motivations, les intérêts. Non, c'est même pas ça, mais la synthèse un peu de tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que finalement, au bout d'un moment, non, laissez-moi tranquille, je vais reprendre ma robe d'avocat et puis je vais faire mon métier. Ça a duré 5 ans, la politique. Le hasard a voulu que je me retrouve au moment d'une élection partielle à Sainte-Luce, je crois, où on m'a demandé de venir prendre la parole le soir dans un meeting. J'ai pris la parole parce que le maire avait un cancer, je crois, de larynx, il avait une difficulté à s'exprimer. Ils m'ont demandé de revenir le lendemain, le surlendemain, d'attendre le résultat, et il y avait un ballottage, et ainsi de suite. Et puis je suis allé plaider mon affaire, et puis il y a une élection régionale qui avait été annulée en 90. Donc il fallait refaire les élections régionales. À ce moment-là, on m'a proposé, plutôt non, pour être tout à fait, je me suis proposé de bouleverser un peu la donne. Je suis allé voir Michel Renard, Marigot, qui était Ah, mais Bocaillou, mais si c'est beaucoup Marigot. qui était à la retraite, disait-il, soi-disant. Ouais, soi-disant. Et puis on a constitué une liste. J'ai été élu avec lui. Je suis resté 2 ans. Ensuite, c'était la préparation de l'élection présidentielle. Étant de sensibilité gaulliste, j'ai été amené à faire la campagne de Jacques Chirac pour les présidentielles. Et Jacques Chirac m'avait proposé d'être le patron de la section locale, départementale du RPR. Du RPR, ouais. Ce que j'ai fait. RPR, on précise pour les plus jeunes. Hein. Donc maintenant, c'est les Républicains. Donc l'ancêtre, c'est UMP. Et l'ancêtre d'avant, c'est RPR. Voilà. C'est vrai, ça fait déjà longtemps.
Et j'ai fait cette campagne, et puis après, j'avais le choix entre rester, continuer, et puis repartir. J'ai senti que pendant ces 5 années, ma robe d'avocat, j'allais la mettre au fur et à mesure dans la valise, au vestiaire, Puis au grenier. C'est ça. et qu'on allait m'ensevelir avec, mais alors que j'adorais ce métier. Et puis il est vrai que j'ai vu et entendu des choses que je n'avais ni envie d'entendre, ni envie de voir. Et donc j'ai tourné la page le soir de l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République. D'accord. 95 donc. 95, ça fait 20 ans. Tu étais né ou pas, toi? Je n'étais pas né. Je n'étais pas. Ça fait 20 ans, j'ai commencé très tôt, j'avais 5 ans quand Oui, j'ai arrêté. oui. Dans le berceau déjà. Directement. Voilà. Ça commençait comme ça. Donc, nous sommes ici avant tout. On vous le remonte encore une fois. Ouais, on va incruster de toute façon. Donc pour ce livre qui est sorti en novembre de cette année, 2015, qui s'appelle L'Indéfendable. Alors, ma première question, c'est quoi la raison objective qui t'a poussé justement à quelque part à démystifier ce métier d'avocat? Soit le démystifier, soit le démythifier, en tout cas, Oui. à dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Vous savez, dans les grands fantasmes, c'est d'imaginer que l'avocat va défendre quelqu'un dont il sait parfaitement qu'il est coupable. Ouais. La grande question qu'on pose tous les soirs quand vous allez dans le dîner, c'est qui on y aura fait ou quand tu fais une salope t'as alors qu'on sent alors qu'en fait, la question ne se pose pas en réalité, ne se pose pas en ces termes-là. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour défendre. Et donc pour expliquer, pour éclairer. Et j'ai voulu, après 35 ans de carrière, expliquer. Donc carte sur table, essayer en tout cas d'aller à l'essentiel dans cette mission, qui est difficile. Parce qu'on touche du doigt souvent l'inhumanité, donc l'humanité. On touche du doigt l'innommable. Certains réseaux occultes aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bien sûr. Mais c'est une expérience difficile mais exaltante. Et justement, est-ce que lorsque certains confrères ont eu vent de ce bouquin, de l'écriture, etc., est-ce qu'il y a eu des gens qui sont montés au créneau pour vous dire non, mais je peux pas faire ça, on peut pas dire ça, on peut pas... Tu es business nous, là. Comment, parce que voilà, c'est quand même... il y a des choses où je me dis, wow, ah ouais, il a été quand même jusqu'à là, quoi. Non, mais c'est ainsi que je suis, c'est ainsi que je plaide vrai, je ne raconte pas d'histoire et je ne pouvais pas concevoir d'écrire une histoire qui ne soit pas conforme à la réalité. Ou alors je fais un roman. Mais c'est un récit et je raconte. D'accord. Et mine de rien, ça reste très humain parce que moi je le vois comme ça, c'est ton âme que tu as mis là-dedans en fait. On voit les moments où tu doutes, les moments où tu es angoissé, c'est ce que j'allais dire. Tu stresses, les moments où tu es motivé comme pas deux, les moments où tu dis toi de toute façon coûte que coûte. Mais on dirait je vais faire un petit parallèle, mais on dirait presque journal de bord d'un capitaine qui raconte un petit peu ses voyages, un petit peu les moments de doute, les moments de joie, les conquêtes. Ça me touche beaucoup parce que tout ce genre de choses en fait. Le nom de famille de ma mère c'est Capitaine. Bon, j'ai pas fait exprès, mais ça, voilà. Et mon oncle qui est un grand psychiatre va me dire qu'il y a un lien, il s'appelle Raoul Capitaine. Donc en fait c'est le journal de famille. Ouais. Non, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes quand même qui sont très personnelles, parce qu'on sort même parfois du tribunal. Je prends un petit peu dans la première partie, dans la préface, où il y a cette scène. Moi je suis rentré dedans tout de suite. La scène du café. Du resto. Ouais, c'est un restaurant café. Ouais. Où il y a cette femme un peu élégante. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quand même les vêtements symboliques du crachat, parce que le crachat c'est vraiment
c'est le mépris, Tout à fait. le mépris à l'état pur. Donc, ce que je voulais savoir, moi, c'est, d'après ce que je me doute que ça n'a pas dû être le seul, qu'il y en a certainement eu d'autres au long de ta carrière. Comment est-ce que, personnellement et psychologiquement, on arrive à tenir, à maintenir une espèce de barrière de façon à ce que ça ne déteigne pas sur ta vie personnelle à la sortie, une fois que tu as déposé la robe? Je crois que tout métier entraîne des risques. Conducteur de bus, le risque c'est de se tuer, de tuer ceux qu'il a à bord. Tout métier. Et le métier d'avocat, d'un pénaliste, c'est de déclencher l'incompréhension et donc la haine contre celui qui le défend et qui est associé à lui. Je ne suis pas le premier à avoir essuyé des crachats, des insultes, des menaces. Ouais. Certains ont même été frappés, d'autres ont fait des tentatives d'assassinat sur des avocats. Ouais, des cambriolages. Il y en a même un qui est l'avocat du roi de France qui a été décapité. Donc ce n'est pas une mission anodine sans risque. Et donc on la prend cela et on l'assume ensuite. Et ça forme. Hein. Et alors là, oui, ça, pour le coup, et c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de mots qui reviennent assez souvent. Donc tu as dit le mot mission. Bravo, je suis mal organisé, donc je ne retrouve plus mes notes. Mais j'avais noté un certain nombre de mots justement qui revenaient de manière répétitive. Et on dirait presque... voilà, leitmotiv, ouais. Tu vois, c'est ça. Ouais. La méthode Coué. Un peu ça. Comme si c'est un genre de rappel à l'ordre dans les têtes, justement dans les moments de doute ou les moments où ça devient un peu compliqué parce que par rapport à ta morale... Seul contre tous, on pourrait croire le titre de film, mais c'est souvent le cas dans les affaires criminelles où il y a une accusation et puis on est chargé de porter, d'être la voix de la défense. Ma femme qui est dans le studio, qui regarde ça, qui a assisté à toutes ces affaires d'assises, c'est que rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde et que la tension est extrême. Je pense à cette infirmière, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais cette infirmière qui était accusée d'avoir laissé un enfant dans une chambre à l'occasion d'un incendie d'une clinique. Tout le monde personne n'avait été poursuivi sauf elle. Et elle se retrouvait au tribunal avec un parquet qui demandait un emprisonnement de 5 ans. On obtient sa mise en liberté, on obtient sa relaxe. Le parquet fait appel et devant la cour d'appel, il recommence. Donc à ce moment-là, il faut faire preuve d'une détermination et presque d'une violence contre la machine. Parce que c'est de la machine. Voilà des mots qui revenaient. Voilà, la machine. C'est une violence légitime. C'est la violence de la défense contre la violence institutionnelle et la violence de la machine judiciaire. Comme tu parles de machine, là, je fais le parallèle avec l'autre livre. Tu te retrouves, parce que là c'est clairement équilibriste. À chaque fois on se dit, bon là, il y a 2 secondes avant ça avait l'air de marcher, 2 secondes après le jury doute, là tu te retrouves en mode équilibriste, et là d'un coup, à un moment donné de ta vie, tu te retrouves carrément dans la machine, de l'autre côté, où on t'arrête, on te... Ça doit être déconcertant quand même comme sensation, comme je sais pas, la manière de voir les choses, on se dit wow. Alors ça c'est une expérience que je souhaite à mon pire ennemi. Tu entends ça enfin. Voilà, ça c'est pour toi. Là, c'est là parce que en tant qu'avocat, j'avais vécu la scène de l'autre côté, à défendre des hommes qui étaient accusés d'outrage, policiers, magistrats, etc. Et comme le médecin, le chirurgien dans une salle, on finit par avoir du recul. Et tant que ça ne vous arrive pas à vous-même, il y a une forme de distance, de distanciation. Et quand ça m'est arrivé, je crois que je l'ai vécu comme pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Ça m'a rafraîchi. Une petite claque de réalité. Oui, c'est-à-dire que je me dis, mais s'ils me le font à moi, ouais, d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils ne font pas aux autres? Et si moi je ne réagis pas, si moi qui ai les moyens de réagir, je ne réagis pas, mais quelle lâcheté, pourquoi? Et au nom de quoi ce qui explique le livre que j'ai écrit et la dénonciation sans nuance peut-être que j'ai faite.
Donc ça a donné donc le livre qui est sorti en 2005 qui s'appelait Pourquoi me tutoyez-vous? Et puis après, les procédures aussi. Ah oui, bah oui. Mais Cause, effet, conséquences, bien sûr. tu assumes et puis voilà. Oui, parce qu'à défier la machine dans son aspect le plus sordide, parce qu'il faut dire que la machine peut être inhumaine, et que lorsque le policier commet une bévue, le policier est couvert par la machine, donc le policier est couvert par la machine judiciaire, et qu'à défier cette machine, il faut savoir qu'on peut prendre des coups, oui, bien sûr. Après, excuse-moi, il faut quand même souligner que dans ce livre-là, tu veux quand même signaler que tous les policiers ne sont pas de la même espèce, qu'il faut quand même faire la part des choses. Et j'ai défendu ce que j'avais à défendre, mais Tout à attention, soyez réalistes. Tu veux dire qu'il y a des policiers défendables? Ça, tu vois, tu vois, ça c'est l'avocat, ça, tu vois. Donc voilà, c'est... Bien sûr qu'il y a des policiers défendables, mais il arrive que la police soit indéfendable. Ouais, le corps en lui-même. La machine. On fait beaucoup de frais à ce qui se passe aux États-Unis où pratiquement chaque semaine un jeune noir est assassiné lâchement, cruellement par 1, 2, 3 policiers, alors que le président des États-Unis est noir, alors que c'est la deuxième fois qu'il a été élu, donc on pourrait penser que les choses ont évolué. Et puis ici, on n'en est pas encore là. Ici, en sortant d'ici à la gare, ça peut m'arriver à nouveau. Toi, avec tes locks, tu as l'air d'un dangereux. Il y a de quoi faire la disque dure. Donc, et là aussi, c'est une question de société qui est en marche vers autre chose, vers le fait de savoir que nous sommes une mosaïque. Nous ne sommes pas tous de la même manière, nous ne sommes pas tous blancs, nous ne sommes pas tous chrétiens, mais nous sommes tous français. Ouais. Et donc, il faut que cette part de culpabilité de la France, qui est la part sombre de son histoire coloniale, il faut qu'elle l'assume. Il faut qu'elle l'assume. Et donc, qu'elle arrête de fermer les yeux. Je pense dans le livre, je raconte l'histoire de Guédir, un garçon qui est sur le quai de la gare et qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est sûr. À n'importe lequel d'entre nous et de ceux qui nous regardent. Guédir est sur le quai de la gare et là, les policiers cherchent un individu qui a un comportement délinquant. Il est là, seul. Ils vont l'agresser. Ils vont l'arrêter, mais ils vont l'agresser. Et ils vont l'amener au commissariat. Il y a un témoin qui va voir que le chef va lui donner un coup de genou dans la tête. Et dans le commissariat, il sera par terre avec, dans une mare de sang. Je dépose plainte au nom de la famille. Et ça va prendre 10 ans. 10 ans avant que la communauté européenne décide de condamner. 10 ans où chaque fois, alors qu'on met d'abord on met en détention les policiers. Ouais. Chaque fois, il faut se battre pour faire la démonstration de son innocence. C'est-à-dire coupable d'être victime, mais surtout coupable d'être arabe. Et comment peut-on être arabe et victime? Ça ne va pas encore, c'est pas encore. Pour eux, c'est un genre de non-sens, quoi. Oui, c'est même de contresens. Ouais. Et donc, devant tous les juges d'instruction, les chambres d'instruction, jusqu'à la cour de cassation qui refuse de voir et d'entendre. Et j'alerte la presse. Mais c'est difficile. Au nom de quoi on va mettre en cause l'impartialité de la police, Maître Ursule, calmez-vous, vous faites ça parce que vous avez un contact avec la police. Pas du tout, je fais ça parce que ce n'est pas admissible que M. Guédir soit dans cet état, dans un fauteuil roulant, sans pouvoir parler, avec l'obligation d'avoir 3 personnes autour de lui tous les jours pour s'occuper de lui. Et ils ne vont pas m'entendre. Il aura fallu que je dépose auprès de la Cour européenne, une action pour que finalement la France, l'État français, soit condamné à indemniser Guédir.
mais le mal est fait. Bien sûr. Parce que 10 années sont passées, la famille est cassée. Et moi-même, j'en parle dans mon premier livre, il y a 10 ans de cette affaire. Ouais. Comme un modèle du genre. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas imaginer le parcours que j'aurais à vivre en tant qu'avocat. Et je me dis mais que si j'avais pas été celui que je suis aux côtés de Guédir, mais jamais. Et donc, il faut faire preuve de détermination, sans tomber dans la provocation. Il faut, voilà, c'est un combat. J'espère que quand je finirai cette carrière, que au moins les choses auront un peu évolué de ce point de vue. Et je m'en voudrais de ne pas mettre au service de cette communauté qui est la mienne, à la fois mon expérience et mon savoir-faire. Est-ce qu'il y a une étiquette Ursulé? Un label de qualité, c'est ça? Dans les deux sens, c'est-à-dire on va vers M. Ursulé parce qu'on sait comment il travaille, ce qu'il est, et inversement, quand on le voit arriver, on sait déjà que c'est le mec têtu, troublion. Est-ce qu'il y a justement, quand on le voit arriver, lorsqu'on dit bon c'est M. Ursulé qui va défendre, est-ce que les confrères ou les disent ah ouais putain, pas mais c'est en gros. Tu vois, c'est... Je sais pas, il faudrait poser ça à la question aux gens. Vous savez, c'est un métier qui peut à la fois vous rendre totalement mégalo, mais qui peut également vous ramener à la réalité, à la triste réalité. Ça a été le cas là. Voilà, donc qui peut vous ramener à la simplicité, parce que quand vous défendez quelqu'un dont vous pensez qu'il est innocent et que quand vient la sentence de la condamnation et que vous sortez du palais dans le froid avec la famille, que vous êtes seul et que vous remontez seul au couloir, rentrez chez vous, on revient là à la simplicité. Dur combat dans la tête. L'indéfendable. Donc, ouvrage qu'on vous recommande, nous. Ça se lit très facilement, c'est prenant. Et puis vous apprendrez certaines choses déjà. Oui. Je pense qu'effectivement, vous serez peut-être étonné même de certaines anecdotes. Il y a quand même des choses assez surprenantes. Hein, on va pas... On va dévoiler. Non, on dévoile pas. Mais non, ce serait trop facile. Et puis vous lâcheriez pas. Et nous, on souhaite que vous le fassiez. C'est un bon investissement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que ceux qui veulent éventuellement être avocats. Ah! Quels seraient les premiers conseils? Et quels seraient les pièges à éviter? Je rajoute pas. Oui. Je crois que le premier conseil, c'est de travailler. Parce que en cette matière, comme en d'autres, il n'y a pas de secret en réalité. La différence entre les hommes n'est pas, je crois, la couleur de la peau, mais la capacité à absorber des connaissances et à les diluer au fond de soi pour ensuite les ressortir dans des épreuves qui s'appellent les examens et les concours. Et je crois que nous avons tous, même si la couleur de notre peau est différente, ce point commun de pouvoir absorber. Nous avons de leçons à recevoir de personne de ce point de vue. Les siècles ont passé, nous avons fait la différence, nous avons montré que nous pouvons être de grands artistes, de grands professeurs de médecine, de grands sportifs bien sûr, de grands poètes, de grands avocats. Et donc, de ce point de vue-là, la génération qui vient a un devoir. C'est à la fois de recevoir le flambeau des anciens, d'être à la hauteur, d'éviter ce cliché dans lequel certains, et surtout en ce moment, essaient de nous enfermer, une communauté irresponsable, immature, qui ne pense qu'à jouir, qu'à faire la fête. Oui, nous sommes aussi ça, mais nous ne sommes pas que ça. Et nous avons notre place dans cette République. Nous ne devons pas attendre que des opportunités se présentent, mais nous devons tout faire. Et pour cela, je veux dire, de l'école, travailler, au lycée, travailler,
Au collège, travailler. À la faculté, si on a cette chance, travailler. Et ensuite travailler. Et encore travailler. Parce que il faut qu'un jour on rattrape le temps perdu. Message de la belle maman est là. Non, moi non plus. alors. Non, Voilà. franchement. On redit l'indéfendable. Vous pouvez le commander sur internet, vous pouvez vous déplacer pour le récupérer dans les librairies. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez suivre le monsieur, contactez notre page, Voilà. voilà, Classique. classique, et puis on vous donnera les petits liens. Si vous avez des gens à défendre, Par contre, c'est avocat pénaliste. Hein. C'est Ouais. pas, comment ça s'appelle, fiscaliste ou pour le divorce. Voilà. Soyons concrets, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. So, classique, c'est nous-mêmes. l'indéfendable. L'indéfendable. Maître Alex Ursulé. On a été heureux de vous recevoir. C'est bon. De te recevoir. J'ai du mal avec vous et le tu. Peut-être à cause du titre du livre que j'ai écrit. Oui, il y a ça aussi, ouais, c'est vrai. Parce que pourquoi me tutoyez-vous? C'est ça, le livre de 2005. Oui, Et en même temps, c'est vrai qu'on a un peu peur de se manger un livre. tu Tu vois, m'étonnes. on sait jamais comment ça peut tourner. Bref. J'étais très heureux et je dois vous dire que je vous félicite. On est aujourd'hui, ce dimanche très spécial, avec la préparation de ce sommet des 130 chefs d'État en France. La circulation pour venir à Paris était extrêmement difficile. Et puis, arriver ici, voir ce que vous faites, comment vous le faites dans ce studio, à la fois cette convivialité et ce professionnalisme, c'est pas évident. Et vous êtes sur la bonne voie, je vous félicite, je vous dis continuez, bonne chance. Merci. C'est- On va regarder avec des yeux d'enfant Voilà, aussi. voilà, voilà, c'est ça. Ouais, donc on essaie, voilà. En tout cas, on vous suit. On attend le prochain. On attend aussi les peintures. J'aimerais bien accrocher. Oui, Hein oui, oui, oui. Ça peut être pas mal. Oui, ça peut être pas mal aussi. D'aller sur celui-là. Voilà. Tranquillement, Tranquille. tranquillement, tranquillement. Allez, Classique, merci. c'est nous-mêmes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Classic.